Merci beaucoup, la parole est à vous. Voilà, donc il s'agit en fait du témoignage d'un élu de terrain et donc d'une paysagiste de terrain aussi, mais de réflexion, enfin plus que moi en tout cas. Alors, juste pour vous situer, puisque Grégoire en a parlé, les origines de ce projet, il s'agit donc de l'incendie de 2023, qui a été un gros traumatisme pour le territoire et pour nous en particulier. Alors, cet incendie, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'il est directement lié au changement climatique, directement lié au réchauffement climatique. Le 14 août 2023, on avait donc une température de 40 degrés, donc comme aujourd'hui, un effet de fun, c'est-à-dire des vents qui tournoyaient. Et une sécheresse, voilà, donc c'était tous les ingrédients donc, qui étaient nécessaires pour que l'incendie puisse réussir. Il a réussi, 480 hectares brûlés, 15 habitations, des abris, des jardins, voilà. Pas de vie humaine, heureusement. Alors, pourquoi cet incendie? Outre le changement climatique, je crois que notre territoire il est vraiment à la pointe donc, de l'histoire avec sa grande hache du XXIe siècle, quoi. Comment dire, nous, notre village de Saint-André, donc, il fait à peu près 1000 hectares. Il y a une quarantaine d'années, il y avait environ, comme, je veux dire, enfin, donc, ce village emblématique des Pyrénées-Orientales et de tous les villages, voire des villes des Pyrénées-Orientales, il y avait une activité principale depuis la moitié du XIXe siècle qui était la vigne, la viticulture, et il y avait 30 000 hectares exploités, je crois, dans le département, et à Saint-André, donc 775 hectares, donc sur 1000 hectares donc, de territoire, c'est extrêmement important, quoi. 700 adhérents, donc le village vivait de la vigne il y a une cinquantaine d'années, il y a une quarantaine d'années. Le territoire, donc c'était un tapis vert qu'on voyait de loin, donc celui qui était réalisé donc, par les ceps de vigne. Moi, je me souviens enfant des rues du village donc, qui étaient rougies par le raisin qu'on transportait après les vendages. Le bruit des tracteurs, voilà. C'était donc un village essentiellement paysan qui a subi la déprise agricole à partir des années 80, 90, une politique européenne aussi qui a dit en gros, voilà, votre vin n'est pas des meilleurs, ils n'ont pas dit qu'il n'était pas bon, mais bon. Il y avait des aides donc à la fois pour arracher les vignes, pour arracher les cèpes de vignes qui étaient conséquentes. On avait des viticulteurs à bout de souffle aussi à cause des crises successives et donc des primes aussi pour planter voilà, de la salade et des pêchers. Bon, ce qui n'a pas été fait là aussi, puisque c'était là aussi, quand je vous parle d'une réalité qui concerne d'autres villages du département, c'est une réalité aussi qui concerne la terre, la capacité de la terre. On n'a pas une terre à haut potentiel agricole, on a une terre très, très moyenne, faite de cailloux, donc ça, Johanna l'expliquera, mais enfin qui était très bonne pour la vigne. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À partir des années 90, les viticulteurs ont arrêté, ont arraché, et ces terres ont été laissées en friche, rachetées, mais toujours laissées en friche. Alors, il y a une raison, une réalité économique, donc celle de la déprise agricole, et il y a une autre réalité qui va être celle de la spéculation, quoi. Ces terres ont été gelées ou rachetées à des tarifs divers, en se disant, suivant un petit peu ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, puisque avec la loi climat, on va être un petit peu bloqué, mais en se disant, cette terre qui aujourd'hui vaut 1 franc à l'époque le mètre carré, dans quelques années, elle passera constructible. Vous savez que jusqu'à maintenant, les communes se sont développées, et les pouvoirs publics, l'Assemblée a stoppé ce développement en disant voilà, d'ici 2050, il y aura zéro artificialisation, c'est-à-dire on ne pourra plus prendre sur les terres agricoles. Mais voilà la réalité, et puis la réalité qui reste dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'un terrain qui a une valeur agricole de 1 € le mètre carré peut, avec une extension du plan local d'urbanisme, avoir une valeur de 300, 400, pourquoi pas 500 €, c'est ce qui arrive dans les villes côtières. Donc ce qui a poussé les gens à spéculer, à garder ces terres
à ne pas les donner à des agriculteurs et à les laisser de côté. Elles se sont enfrichées. Elles sont enfrichées particulièrement avec des bruyères et du pin, ce qui a été donc une matière pour l'incendie qui était formidable, quoi. Incendie, pin, bruyère, sécheresse, voilà, tout s'est enflammé et a été poussé, a été poussé par le vent. Un autre phénomène, c'est lié, là aussi, il y a des raisons économiques, des raisons spéculatives, et puis il y a une autre raison qui est un petit peu le déclassement que vivent pas mal de concitoyens. On a beaucoup de gens qui ont acheté des terres, ou bien qui les ont occupées illégalement, et qui ont profité donc de ces friches pour opérer ce qu'on appelle la cabanisation, c'est-à-dire des caravanes, voilà un exemple, là, des mobil-homes non déclarés, bien cachés, et, ou bien d'anciens hangars de jardins qui ont été aménagés. Donc nous, on en a c'est un certain nombre dans le village. Ça a été un facteur extrêmement compliqué pour la gestion d'incendie 2023, puisque les pompiers se sont employés, à force raison, à juste raison, à défendre donc ces petits habitats, ces cabanes, et on réussit voilà, à sauver des vies. Mais bon, on se retrouve maintenant donc, avec un paysage qui était il y a quelques années donc, couvert de vignes, recouvert de vignes, par un territoire enfriché, enfin qu'il est moins maintenant, avec un mitage, avec pas mal donc, de cabanisation de part et d'autre, et une justice aussi. Vous savez, la justice française est complètement engorgée, elle a plusieurs années de retard. On a donc certaines personnes qui ont cabanisé, qui sont là depuis 10 ans. Bon, je pense qu'il y aura aussi des difficultés à leur trouver une solution de rechange, puisqu'ils sont habitués à un mode de vie plus naturel, plus libre, et refusent d'être relogés ailleurs. Mais bon, voilà, on est un petit peu désarmé quoi, face à ce phénomène-là, et on le subit. Donc des friches, des cabanes, le feu. On s'est retrouvé donc avec Johanna et avec les élus pris au dépourvu d'une situation qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire un village ravagé à moitié, 1000 hectares, près de 500 hectares incendiés, et des terrains qui appartenaient à des propriétaires divers, qui ne voulaient pas les vendre, qui ne voulaient pas les céder à des agriculteurs, et d'ailleurs qui n'avait aucune raison de le faire, puisque là aussi, on paie en France la taxe foncière. Là, il y a une réalité qui est la suivante. Quelqu'un qui est propriétaire d'un terrain d'à peu près 2000 m² ne paie pas de taxe foncière sur ce terrain. C'est-à-dire qu'il n'a aucune raison de le céder à un agriculteur, il n'a aucune raison d'avoir un projet agricole dessus, il n'a aucune raison, voilà, d'en faire quoi que ce soit. Il a juste donc intérêt à attendre qu'un jour ou l'autre, il y ait cette possibilité de passer constructible et puis de multiplier sa mise donc de 1 euro à 300 ou 400 ou 500. Donc on était face à cette situation et on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On a assisté en 2023 aux conférences d'Elne, on a écouté Cédric Cabrol avec beaucoup d'attention, et il nous a beaucoup inspiré. Et puis on a rencontré aussi Jean-Martin, Elisabeth par la suite. Et on a mis en place donc une politique assez sévère donc, pour ces friches agricoles, c'est-à-dire que après l'incendie, il y a eu des ventes, mais des ventes donc qui étaient à des prix excessifs. Donc le terrain agricole, d'ailleurs, le terrain agricole n'a de valeur que si on l'exploite. Là, on a des friches, et ces friches étaient vendues, auraient dû être vendues à des prix agricoles, c'est-à-dire 1 euro maximum, ça ne vaut pas plus, puisque ça n'a pas de valeur en l'état, quoi. Et ces terrains étaient vendus à 10 euros. Justement, en tant que... C'était appelé donc un terrain de loisir. Et alors les notaires maintenant, a priori, évitent d'employer ce terme, puisqu'il est mensonger, illégal, voilà. Pas vraiment illégal, mais il est mensonger pour l'acheteur, quoi. Et donc la personne qui achetait pensait pouvoir mettre un mobil-home, une caravane, et on allait se retrouver donc, dans une situation après l'incendie encore pire que celle qu'on avait connue précédemment. Donc on a contractualisé avec la SAFER. Donc la SAFER, c'est un organisme lié à la Chambre d'agriculture qui a la possibilité de préempter sur une vente, c'est-à-dire de dire, bah, écoutez,
cette vente de terrain agricole, nous, on peut avoir une priorité dessus, l'acheter, et l'acheter à un tarif raisonnable. Donc, au lieu de 10 €, ça en sera 2 ou 3, et puis le donner ou le conserver pour un agriculteur. Donc, voilà ce qu'on a fait avec la SAFER. Bon, ces terrains, c'est nous qui avons dû les acheter. On a acheté à peu près une quinzaine d'hectares. Donc, à chaque fois qu'il y avait une vente et une suspicion, ou en tout cas, à chaque fois qu'il n'y avait pas une vocation agricole au terrain acheté, le conseil municipal a préempté soit l'a donné à un agriculteur, soit en a fait autre chose. Donc, ça, c'est la partie de Johanna. Voilà. Donc, l'idée était de retrouver donc une vocation agricole ou naturelle, en évitant, voilà, évidemment, l'invasion des pinèdes, des bruyères, etc., au terrain donc, du village qui avait été précédemment brûlé. En plus de ça, comme le disait Grégoire, nous avons adopté donc un PAN qui est pas encore, enfin qui est voté dans le conseil municipal. Donc ça aussi, c'est une aide précieuse pour, je pense, pour la suite des projets, pour la renaturation des villages. Ça consiste donc à geler complètement les terres, c'est-à-dire à faire comprendre aux gens que la spéculation qu'ils font sur les terres agricoles ne sert à rien. Le terrain agricole qu'ils ont, il restera de façon de durée indéterminée, 30, 60, 90 ans, etc., etc., à vocation agricole. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas être urbanisé, il ne pourra pas passer à 300, 400 €, 500 € le mètre carré. Il restera donc à vocation naturelle et agricole. Donc ça, c'est un message qu'on fait passer. Ça nous permet de mieux gérer donc, à la fois la cabanisation, la spéculation et le risque incendie. Et ça nous permet aussi de réaliser nos projets dont va vous parler Johanna. Bon, allez. Ben, moi, je vais juste vous montrer une photo satellite de... Hop. Vous m'entendez? Est-ce que c'est bien? Ça ne tient pas. Je vais le casser. Alors là, juste pour se rendre compte, en fait, par rapport au projet, c'est important que vous voyez la photo satellite de Saint-André après le feu. Donc les 400 hectares de ravagés. Et maintenant, je vais vous parler de la stratégie municipale. Je suis désolée, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, super. Donc la stratégie municipale post-incendie a été de créer un projet qui s'appelle le laboratoire climatique de replantation. Donc il consiste à planter 2500 arbres sur 10 hectares avec 5 variétés sur à peu près 20 parcelles disséminées autour du village et l'essai d'une nouvelle variété avec la plantation en automne 2024. Donc là, vous pouvez voir le plan de la commune, donc le même qu'on a vu tout à l'heure où il y a eu le feu, et les parcelles concernées par ce projet. Donc on peut bien voir qu'elles sont tout autour du village. Ça, c'est important pour ce que je vais vous dire après. Donc, nous avons choisi ces 5 variétés pour plusieurs raisons. Le chêne vert, le chêne liège et le micoucoulier, car ce sont des variétés ancestrales des Alberts, avec un point de combustion très haut, à peu près 200 degrés. Et aussi parce que nous avons remarqué qu'après ces 3 années de sécheresse, ce sont des variétés qui se sont quand même mieux comportées par rapport aux autres et que pour l'avenir, c'était celles sur lesquelles on misait. Donc on a aussi choisi le caroubier, car c'est une espèce qui est implantée depuis une vingtaine d'années sur le département et qu'elle marche très bien. Elle a un haut point de combustion aussi et elle s'est très bien comportée face à la sécheresse et au stress des chaleurs de ces dernières années. Et enfin, le Paulownia Emerald, c'est la variété test de ce projet. Je vais vous en parler dans les diapositives d'après. Alors, nous avons choisi 5 variétés, surtout pour recréer un milieu riche et pour apporter un maximum de biodiversité et en un minimum de temps. Et nous avons aussi choisi, pour cette même raison, de mélanger des espèces caduques et des espèces qui sont persistantes. Donc, alors, nous avons choisi le Paulownia Emerald, qui est le fruit de 20 ans de recherche du docteur Steiner et de son équipe. Et ces recherches ont été faites afin d'améliorer toutes les qualités du Paulownia standard. Les plants sont créés en laboratoire.
Et ils sont faits par rapport à des analyses parcellaires des parcelles de plantation. Il y a un engrais qui est aussi fabriqué grâce à ces analyses de sol et donc qui est complètement adapté aux endroits où on veut planter. Aux plantations, on rajoute aussi du mycélium, donc un champignon qui est en symbiose avec le paulownia et qui permet de capter encore plus l'eau et de la retranscrire pendant les moments de sécheresse. Donc il y a aussi un accompagnement scientifique pendant toute l'évolution de l'arbre de la part de l'équipe technique de M. Steiner. Et il a été planté dans différents pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, l'Espagne, le Maroc et l'Arabie Saoudite. Alors pourquoi on a choisi cette variété? C'est pour ses nombreux atouts, dont son point de combustion qui est de 440 degrés. Donc je vous ai cité tout à l'heure les points de combustion des chênes de 200 degrés qui sont déjà énormes, mais il faut savoir que le paulownia est l'arbre qui brûle le moins au monde. Donc c'était très important pour notre projet vu ce qu'on a vécu. Et pour vous faire une comparaison donc, sur les espèces qu'il y a sur les friches, bruyères, pins, on a un point de combustion de 80 degrés. Donc des choses qui s'enflamment très très vite. Donc il est adapté au climat rude, on l'a vu, il a été planté au Maroc, en Espagne, en Arabie Saoudite. Il a une capacité de croissance très haute, donc ça pousse vite, c'était important pour nous. On voulait couvrir rapidement les sols qui sont à nu pour qu'ils redeviennent vivants. Ils sont ombragés, donc les insectes reviennent et petit à petit on retrouve un sol vivant, ce qui est le but. Il est aussi 50% moins exigeant en eau que le paulownia standard. Donc, on le sait aujourd'hui, hein, j'en parlerai moins bien que tous les gens qui sont passés avant, mais on n'a plus d'eau, donc c'était une exigence énorme. Il est 25 fois plus résistant aux maladies, aux ravageurs que le paulownia standard. Ça aussi, c'est très important parce qu'on sait que quand les arbres sont stressés et qu'ils manquent d'eau, ils sont plus facteurs aux maladies et aux ravageurs. C'est une variété hybride non invasive, donc elle ne va pas menacer les arbres déjà présents sur notre département et ceux qui survivent, c'était très important. Il absorbe 100 tonnes de CO2 par an et par hectare. On en a parlé, hein, les hommes créent énormément de CO2 et on voulait que dans notre projet, le maximum de CO2 soit absorbé. Et donc le paulownia est l'arbre qui absorbe le plus de CO2 dans le monde. C'est aussi une variété de feuillus, donc elle transpire énormément. Donc elle recrée un microclimat plus humide qui permettra aux autres variétés de pousser plus facilement et de moins souffrir de la chaleur. Il est aussi mellifère, donc ça va nous permettre de protéger tous les pollinisateurs qui sont en grand danger aujourd'hui. Et il a obtenu le label de l'ONU, donc il répond aux 17 objectifs de développement durable. Alors nous, les enjeux de notre projet, c'est de recréer un espace favorable à l'agropastoralisme. Bon, je ne vous dis pas tout de suite, mais dans quelques années, peut-être une dizaine, afin de faire revenir les agriculteurs et de leur proposer nos terrains gratuitement pour pouvoir travailler. De restaurer les écosystèmes qui ont été fortement endommagés, vous l'avez vu sur la photo d'avant, par le feu du 14 août, de lutter contre l'expansion des friches, comme on en a parlé, pour éviter que ce genre de feu se reproduise, d'expérimenter une nouvelle espèce d'arbre plus résistante au changement climatique. J'imagine que les gens d'avant ont bien parlé du fait que dans 50 ans, les espèces qui sont là aujourd'hui le seront peut-être plus. Et donc, il faut y réfléchir maintenant, parce que sinon, dans 50 ans, on se retrouvera sans arbres, parce qu'on n'y a pas réfléchi et qu'on n'a pas fait d'essai. Alors, on a aussi voulu remettre des espèces indigènes. On les a choisies de toute petite taille et on gère l'arrosage d'une manière très spécifique, en leur donnant très peu d'arrosage, en misant plus sur le paillage pour essayer justement que ces petits arbres soient plus habitués que les arbres de mêmes espèces plus vieux mais qui ont connu de meilleures précipitations. Et surtout, en fait, on aimerait faire une barrière de ceinture végétale protectrice autour du village. Vous avez vu comment sont les parcelles. Ils sont vraiment autour du village. Et en fait, toutes ces espèces avec des points de combustion très bas
permettrait, en cas de nouveau feu, de pouvoir freiner le feu. Il ne l'arrêtera pas, mais par rapport aux friches qui l'ont rendu complètement ingérable, ces parcelles pourraient permettre justement aux pompiers de pouvoir intervenir plus facilement. Donc, de lutter contre la cabanisation, comme M. Molly l'a expliqué, en préemptant les terrains, et surtout de prévenir l'érosion des sols en replantant sur des sols qui aujourd'hui sont nus. Donc là, vous pouvez voir les résultats de notre essai. C'est des photos qui datent de 3 jours, donc les plantations qui ont été faites en automne. Donc bon, on est en début d'été, hein, mais on a déjà eu de très fortes chaleurs. On le vit aujourd'hui, c'est difficilement gérable. Et on a quand même des arbres qui sont en très bonne santé. Bon, je vous ai mis le Polonia au milieu parce que les autres, on les connaît. Et que là, c'est vraiment laissé à regarder. Si on passe l'été avec ces résultats, je serais vraiment très satisfaite. Et en espérant pouvoir continuer d'analyser leur comportement. Mais si ça continue dans ce sens, on pourra dire que c'est un pari gagné. Et on aimerait que ce genre de projet puisse rebondir sur les autres communes. Donc, j'espère que cela vous a intéressé et si vous avez des questions.